Eh bien, bonjour Stéphane, première promo de l'école. Alors mes souvenirs de l'école, alors je me souviens déjà de mon oral qui était un peu particulier, parce que c'est la première fois que je faisais un oral qui n'était pas que des maths et de la physique, et on sortait de ça. J'ai un souvenir très fort de notre petite promotion de 22 où on avait tissé des liens forts entre nous et où on était des pionniers à l'époque sur une école en création. Et quand je vois maintenant cette grande école en plein travaux, je me souviens qu'on a démarré dans une seule salle. On avait l'école, c'était une seule salle plus une cafette. Et évidemment, bien maintenant, ça a fortement évolué. Et je suis content de revenir voir cette grande école. C'est vrai qu'en 1992, quand j'ai choisi mon école d'ingénieur, génie industriel était complètement nouvelle et absolument pas connue, classée. Et ce qui m'a attirée dans cette école, c'était le côté généraliste et ouverture vers le côté économique, sciences sociales. Moi, j'avais fait des études pour être ingénieur sans avoir de passion particulière pour un domaine technique. Et le côté très ouvert m'a attirée tout de suite. Exemple, à l'école polytechnique de Grenoble, une école célèbre qui forme des ingénieurs. Ils ont l'air bien sages, ces 22 étudiants venus des 6 coins de l'Hexagone. Et pourtant, pour avoir le droit de s'asseoir sur les bancs de cette toute nouvelle école, ils ont dû non seulement faire preuve d'un excellent niveau, maths spé minimum, mais encore d'une très grande motivation. Grenoble est une ville universitaire intéressante, avec 8 écoles d'ingénieurs regroupées dans l'INPG. Et de plus, cette école de génie industriel propose un cursus très intéressant et absolument unique en France. Un cursus original en effet, expliqué par le partenariat de l'école avec l'Université grenobloise des sciences sociales d'une part et un club de 5 industriels d'autre part, Merlin-Gérin, Hewlett-Packard ou Renault, pour n'en citer que quelques-uns. Ces partenaires interviennent à tous les niveaux, financement, enseignement et débouchés. Ils influent donc sur les programmes, car l'école s'est donnée pour objectif de former des ingénieurs maîtrisant à la fois la technique, l'économie et le social. Il est bien clair qu'il s'agit d'un nouvel équilibre, et que cet équilibre doit véritablement concourir à la formation d'un ingénieur, car nos élèves seront des ingénieurs en premier lieu. Pour les étudiants, commencer une nouvelle école, en quelque sorte servir de cobaye, peut sembler risqué, un risque somme toute bien calculé. Donc ces 5 industries ont un besoin réel de ce nouveau type d'ingénieur. Donc du côté des bouchers, il n'y a pas de problème. Des écoles de ce type existent déjà depuis très longtemps à l'étranger, en particulier sur le continent américain, et que donc ce n'est pas quelque chose qui est marginal, en marge, et qui serait, bon, on a une nouvelle idée, on va faire des ingénieurs de ce type, mais ça répond réellement à un besoin qui a déjà été ressenti depuis longtemps dans d'autres pays. Une école qui est tout à fait unique en son genre en France et qui répond à la demande des industriels régionaux, on vous l'a dit. Il faut savoir que les ingénieurs qui seront formés dans cette école seront immédiatement efficaces sur le terrain. C'est la rencontre entre une préoccupation industrielle d'avoir un ingénieur qui soit plus en phase avec l'évolution du travail d'ingénieur au sein des entreprises, prenant très largement dans les aspects sociaux et humains, au-delà des sciences et des disciplines classiques. Probablement, on a perçu, je dirais, une frange des étudiants, souvent brillants, qui avaient été intéressés par le projet de l'école et qui nous annonçaient, disons avec beaucoup de sincérité, que ça allait à l'encontre des conseils que leur donnaient les professeurs de taupe, qui leur disaient « mais allez donc dans une école connue ». Et c'est sur l'affichage des disciplines sciences humaines et sociales que beaucoup d'étudiants sont venus à l'école. L'origine de l'action qu'on a voulu monter effectivement dans cette école était liée un petit peu à l'essence même de l'école, qui était de se dire on va essayer de faire travailler des gens sur des disciplines complètement différentes, des gens qui doivent comprendre qu'effectivement il y a d'autres métiers, il y a d'autres personnes qui vont faire d'autres actions dans l'entreprise, que l'on va avoir des gens qui auront des volontés, des recherches différentes par rapport à l'outil qu'ils utilisent. Typiquement, un vendeur de voitures, ce qu'il va vouloir faire, c'est du chiffre d'affaires. Mais celui qui va faire la voiture, ce qu'il veut, c'est remplir son atelier. On va avoir effectivement des buts différents. Et pour ça, il fallait qu'on arrive à former nos élèves à comprendre que d'autres cultures existent
Et on s'est dit que le meilleur moyen pour ça, c'était d'envoyer nos élèves à l'étranger. J'avais personnellement fait des visites dans certains centres, dont à Eindhoven, Munich et Londres aussi, pour savoir ce que représentait le génie industriel dans ces pays. Et ça, c'était un argument supplémentaire et important pour, disons, profiter de ces expériences-là à travers des étudiants. Et on a eu très rapidement, dès la deuxième année de l'école, un contingent substantiel de jeunes de l'extérieur, et particulièrement d'Eindhoven, justement. Et donc dès le départ, avec nos collègues, on souhaitait effectivement avoir quelques formations qui soient de type multidisciplinaire. Ceci pour montrer qu'en fait, on n'avait pas la science d'un côté et l'utilisation de l'autre, mais que les deux étaient fortement mêlés. C'est comme ça qu'on a par exemple créé un cours sur les problèmes de conception, dont j'étais, je dirais, le représentant sciences de l'ingénieur, avec nos collègues sociologues, Alain Janté et Henri Tigère, qui étaient eux le côté effectivement sociologie industrielle, et donc usage effectivement de nos outils à l'intérieur de l'industrie. Donc, dès la création de l'ENSGI, Gérard Cogniet a souhaité le développement d'une activité de recherche pour accompagner le développement de l'école, mais aussi le développement de la recherche dans le domaine du génie industriel, recherche encore naissante dans les années 90. Il s'est agi dès le départ de développer des méthodologies, des concepts pour l'amélioration des performances de systèmes de production et non pas de considérer les systèmes de production comme un domaine d'application parmi tant d'autres de ces disciplines de base. Gilco est devenu progressivement un acteur important du cycle grenoblois et de la recherche française dans le domaine des systèmes de production. Et la deuxième catégorie de témoins, ce sont les industriels. Ceux qui participent activement au club, mais également ceux du réseau élargi. Si l'école n'était pas une réussite, ils ne seraient pas là pour continuer à la soutenir, à soutenir ses enseignants et à montrer la voie des évolutions et des adaptations permanentes auxquelles notre monde d'aujourd'hui les soumet. J'ai des souvenirs très prégnants des discours de M. Jean Vaujany, notre parrain de promotion, qui avait 30 ans d'avance sur beaucoup de sujets, qui nous parlait déjà du thème de citoyen d'entreprise. Alors il ne parlait pas de RSE, mais dans tous les thèmes de ces discours, on avait déjà ce qui devient maintenant une évidence, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Tout le monde le sait, nos métiers de demain, on ne sait pas encore lesquels ce sera. Donc je pense que d'avoir des ingénieurs qui ont le domaine technique, mais qui ont aussi une approche beaucoup plus globale et beaucoup plus large en sciences sociales et en économie, aujourd'hui, ça me semble impératif pour relever les challenges de demain. Voilà, on parle beaucoup de vision globale, de métiers transverses, de fonctionnement transverse, et on a besoin de ça pour innover. Et on a besoin de ça pour relever, par exemple, les challenges de la supply chain. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un élément stratégique dans les entreprises. Merci, bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde des 30 ans de l'école de génie industriel. Je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce tour de table. Donc, le thème aujourd'hui, ça sera les processus de conception et d'innovation face aux transformations à la demande sociétale et environnementale. Et donc pour discuter aujourd'hui, nous avons donc Sandra Cheriti, qui est une ancienne de l'école de la promo 2006 et qui a réalisé un doctorat au sein du laboratoire GESCOP. Elle a ensuite travaillé une dizaine d'années dans le développement économique au niveau de la région Aura, en pilotant un programme permettant aux PME de structurer leur processus d'innovation. Et depuis peu, donc, elle a rejoint un groupe qui s'appelle ADTP, qui est une structure qui travaille dans l'économie sociale et solidaire et qui se focalise sur des activités de sous-traitance industrielle.
Nous avons ensuite donc Jérôme Lopez, qui est aussi un ancien élève de l'école, promo 96. Il est président-directeur général de la société Parolles-Eco. C'est une PME de 27 salariés qui se situe à Villars-Bonneau et donc qui travaille dans le domaine de la tôlerie, la chaudronnerie et aussi de produits plastiques sur des contenants pour déchets d'activités de soins. Il est aussi président de la CPME 38 et membre du bureau régional. Donc on a ensuite Jérémy Zucchelli, qui est lui ancien élève de l'école promo 2010. Et donc il a lui beaucoup travaillé dans la recherche-développement pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui il travaille comme ingénieur chez Becton Dickinson en recherche-développement aussi. Nous avons Céline Cholez, qui est enseignante à l'école. Qui enseigne les aspects plutôt travail et innovation. Et elle est chercheure en sociologie des techniques au laboratoire PACT. Et elle s'intéresse aux innovations techniques face aux grandes problématiques sociétales telles que la pauvreté, les risques majeurs. Et on a eu récemment un très bon exemple de ça. Et elle étudie aussi l'émergence dans la conception d'innovation frugale et de la place de l'utilisateur voilà, face à ces risques, etc. Donc, et moi-même, Jean-François Bouju, donc je suis enseignant à l'école de génie industriel. J'enseigne l'innovation, la créativité, les méthodes de conception. Et je suis chercheur au GESCOP et je m'intéresse depuis de nombreuses années aux questions de collaboration entre acteurs, experts, non-experts, et maintenant plus récemment aux problématiques de conception ouverte et de ce qu'on appelle l'open source et des nouvelles formes de coopération émergentes dans les écosystèmes d'innovation ouverts. Voilà. Donc, en introduction, en fait, j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui la question de l'évolution de ces processus d'innovation et de conception à l'heure où on parle des transitions nécessaires de nos sociétés. On parle effectivement beaucoup d'environnement de nos jours. La COP26 vient de se terminer récemment. Et on constate encore combien il y a un réel mouvement de fond dans la société pour un monde plus juste et plus responsable. Au sens environnemental du terme, et notamment les jeunes sont très réceptifs à ces thématiques et ils nous interpellent, nous enseignants, chercheurs, et je pense vous aussi au niveau industriel, par rapport à ces réalités. Et malheureusement, l'industrie particulièrement est souvent montrée du doigt comme étant relativement mauvais élève, accusée d'être responsable de la pollution, en faisant parcourir des millions de kilomètres à des camions, en utilisant des matériaux polluants, ou alors on accuse de vendre des produits inutiles à des générateurs de déchets, etc. Donc ça, c'est des questionnements légitimes qui génèrent un mouvement de fond dans la société, et c'est un mouvement de transformation aussi de nos mentalités et par coup de nos organisations aussi industrielles. Donc c'est ça dont j'aimerais qu'on parle un petit peu aujourd'hui, c'est quel est votre sentiment, comment vous vivez ça, vous, de l'intérieur, ou nous, en tant que chercheurs, comment on observe un peu plus de l'extérieur. Voilà. Donc moi si je me place du point de vue un petit peu du point de vue du chercheur, je pourrais rajouter que effectivement, on voit aujourd'hui une évolution des grands champs de recherche. Notamment, on voit apparaître des questions autour de l'économie circulaire, de l'évolution de l'impact environnemental sur le système global de nos produits et de nos méthodes de développement. Mais aussi, on voit aussi émerger des travaux qui sont sur la relation entre les dispositifs techniques et la société, et notamment comment les acteurs, les citoyens deviennent acteurs de ces transformations, de ces innovations, et comment ils s'en saisissent pour faire face aux aléas environnementaux. Et encore une fois, on a vu à travers la crise Covid comment, par exemple, des groupements d'utilisateurs, de makers se saisissaient de ces questions-là et fabriquaient des objets techniques qui étaient des réponses à ces questions de crise. On voit aussi la transformation des acteurs de l'innovation. De plus en plus, on parle d'écosystèmes d'innovation qui vont au-delà des frontières de l'entreprise, qui redéfinissent les conditions de l'innovation aussi.
l'entreprise n'est plus le lieu seul de la création d'innovation, mais on a ces groupements hétérogènes d'acteurs qui peuvent être des individus, de la société civile, des environnements d'État, etc. Donc ça aussi, ce sont des questions qui nous intéressent et que l'on observe en tant que chercheur. Donc la question de l'acteur participateur des processus de conception. Donc voilà, j'aimerais que vous réagissiez un petit peu. Bon, j'ai un peu mis ça sur la table comme ça, de manière assez désordonnée, mais j'aimerais que vous réagissiez un petit peu comment à ces nouvelles formes d'organisation et les questions que je vais vous poser maintenant peut-être vont permettre de préciser un petit peu ça. Voilà. Donc, je vais peut-être commencer par toi, Sandra, parce qu'en tant qu'observatrice et actrice justement d'entreprise depuis plusieurs années, et puis dans l'accompagnement des PME que tu as pu avoir, qu'est-ce que tu observes des moyens et des dispositifs actuels mis en place, et puis les transformations, qu'est-ce que tu observes aujourd'hui des transformations des entreprises ? Bonjour à tous, bonjour Jean-François. Bon, déjà, avant de répondre à la question, je te rejoins complètement sur cette transformation des salariés et cette quête de sens. Alors pour plus d'environnement, mais aussi pour plus de sens au global, pas que les jeunes. Enfin, typiquement, moi, à mon cas, j'ai rejoint une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui travaille sur les deux piliers principaux du développement durable que sont l'économie et le côté social, puisque notre mission est d'offrir du travail à des personnes en situation de handicap, et on est sous-traitant industriel, donc on contribue à l'économie locale. On travaille sur le troisième pilier, qui est le pilier environnemental, puisqu'on a un site qui est dédié à la conception, la fabrication et l'intégration de cartes électroniques, et on a un projet pour travailler sur le recyclage. Donc oui, les salariés, globalement, sont en recherche de sens et de RSE. Pour répondre à la question sur les processus de conception et les écosystèmes, la plupart des PME en fait travaillent en écosystème. Si je reprends le cas d'ADTP, on est sous-traitant, donc nos projets sont rarement nos projets. Alors bien sûr, pendant la crise du Covid, on a conçu une ligne de masques ex nihilo et on est devenu quasiment du jour au lendemain fabricant de masques, mais globalement, nos projets sont généralement les projets de nos clients qui viennent nous voir par nos compétences en industrialisation. Donc on travaille avec des grands groupes qui peuvent être NTN SNR, Tefal, Stobli et beaucoup de startups. Et globalement, on le fait. On est en réseau, on est en écosystème avec nos clients, avec des partenaires sur les compétences qu'on n'a pas en interne. Quand on prend un projet pour une start-up, on est obligé de s'entourer de designers, de laboratoires pour les compétences qu'on n'a pas en interne. Donc voilà, on est dans la vraie vie en réseau. Après, pour ce qui est des processus de conception, on est perfectible. Si je reprends des termes qu'on a pu utiliser pendant mon doctorat avec Marianne Ledin et Richard Calvi, les PME sont au rendez-vous de l'efficacité. C'est-à-dire qu'on répond aux besoins de nos clients. En termes de résultats, on est là, on répond aux exigences. Assez souvent même, on est au-delà des exigences du client parce qu'on a une capacité d'agilité, d'ingéniosité. Moi, j'ai appris il y a 15 jours que j'avais des collègues qui allaient jusqu'à concevoir, je dis bien concevoir des lignes automatisées pour Tefal. Alors qu'à la base, notre métier, en tant que sous-traitant industriel et consortium d'ESAT et d'EA, on a plutôt tendance à voir les ESAT et les EA comme des sous-traitants du conditionnement, du tri de pièces, du contrôle. ESAT, EA, tu peux peut-être préciser. Alors ESAT, donc c'est deux types d'entreprises, du médico-social dont la vocation est d'offrir du travail à des personnes en situation de handicap. Dans un ESAT, on a des usagers qui sont nos premiers clients. Et alors bien sûr, on a des clients industriels, mais nos premiers clients sont nos usagers et la mission de cet établissement est avant tout de leur offrir du travail.
Nos tutelles sont l'ARS et le conseil départemental. Et alors oui, on a quelques exigences vis-à-vis des clients, mais il y a vraiment ce cocon protecteur. On a un service médico-social dédié avec des psychologues, des moniteurs. Et la finalité de l'ESAT est vraiment d'offrir du travail à des personnes en situation de handicap. Dans un EA, on va avoir des salariés comme vous et moi, qui sont soumis au code du travail, qui peuvent être embauchés, débauchés. Et là, on va plutôt se rapprocher du monde ordinaire, puisqu'on parle de structures adaptées et de monde ordinaire. Et là, on est plus proche d'une entreprise classique. Pour terminer peut-être sur la partie, conception, les PME manquent peut-être de méthodes, d'outils, de processus. Donc on est au rendez-vous de l'efficacité. Par contre, en termes d'efficience, on est perfectible. Je le vois dans mon entreprise actuelle et puis je l'ai vu pendant les 10 ans que j'ai passé à faire du développement économique. On peut avoir tendance à atteindre le résultat en utilisant beaucoup d'énergie, en refaisant des choses que des collègues ont pu parfois faire dans le cadre d'un autre projet. Nous, typiquement, on est perfectible sur l'accompagnement qu'on peut faire des startups, puisqu'on est là pour les aider à industrialiser leurs projets. Sauf qu'on se rend compte souvent que la startup, qu'elle nous dit « oui, je suis en phase d'industrialisation », finalement, c'est pas tout à fait vrai. Elle est plutôt au stade prototype. Et donc, du coup, nous, pour l'accompagner jusqu'à l'industrialisation et la production, ça nous demande du temps et de l'énergie. Et puis, on est quand même très, très contraint au départ en retraite de collaborateurs, de salariés. Et là, en termes de management des connaissances, on a des gaps monumentaux à franchir. Pendant ma thèse, j'ai pu voir chez Schneider Electric, chez Bosch Rexroth, des pavés qui expliquaient quel était le processus de conception avec la description précise des jalons, des phases, des livrables, quel acteur est impliqué à quel moment. Ça n'existe pas dans les PME. On fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Jérémy, toi aussi, tu es un praticien et tu as maintenant pas mal d'expérience en tant qu'ingénieur R&D. Donc, pour toi, de point de vue de cette expérience, quels sont les enjeux majeurs de la transformation des processus de conception aujourd'hui? Est-ce que tu as des exemples à nous donner éventuellement des transformations que tu as pu voir dans le temps? Alors, moi, de ce que j'ai pu voir, en fait, c'est que c'est des transformations qui sont longues, de toute évidence. Et c'est long parce que l'impact, en fait, est loin d'être négligeable. Donc si je prends un exemple, si on veut remplacer une matière X ou Y qui est polluante ou pas respectueuse de l'environnement par quelque chose de plus respectueux, souvent, en fait, ça va avoir un gros impact dans la mesure où cette matière-là va peut-être se comporter différemment, etc. Et donc, du coup, c'est même souvent des projets qui démarrent de l'innovation, quoi. Donc, dans des phases très amont et qui, derrière, vont engendrer tout un tas d'activités en fait, pour réussir à avoir un produit, par exemple, plus respectueux de l'environnement. Je prends un exemple, quand j'ai travaillé chez Schneider Electric, donc sur des gros appareillages pour le transport d'électricité, on utilise un gaz, alors bon, qui malheureusement est un gaz à effet de serre, qui est à peu près 18 000 fois pire que le CO2, qui est le SF6. Et réussir à faire des appareillages électriques qui n'utilisent pas de SF6, tout en étant très performants, ça nécessite de repartir depuis des stades d'innovation pour trouver des nouvelles technos qui permettent de faire les mêmes fonctions, mais sans utiliser ce SF6. Et donc derrière, en fait, ça tire en fait tout le reste de l'entreprise, c'est-à-dire que ça part depuis des phases d'innovation, donc trouver des concepts, arriver à les développer et arriver à avoir déjà une brique technologique qui permet d'avoir une fonctionnalité qui est satisfaisante. Et derrière, donc je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi toute la phase d'industrialisation qui souvent est une phase assez épineuse. Et où là, du coup, on se heurte encore à tout un tas de problématiques parce que du coup, il va falloir réussir à produire ces nouveaux produits avec ces nouvelles briques technologiques à des quantités industrielles. Il va y avoir aussi toute la supply chain qui va être modifiée parce que c'est pas forcément les mêmes composants, les mêmes matières, donc il va falloir sourcer différemment avec d'autres fournisseurs, etc. Donc c'est des problématiques de fond et qui donc mobilisent tout un tas de ressources et de moyens au niveau de l'entreprise. Et donc généralement c'est long.
Et c'est encore plus long dans des domaines typiquement comme le médical, où je travaille actuellement, qui sont des domaines qui sont extrêmement réglementés, et où du coup le moindre changement en fait nécessite de prouver tout un tas de choses au niveau réglementaire sur de la conformité, des choses comme ça, et qui font que c'est encore plus long dans des domaines comme ça. D'accord, merci. Mais ce que je note à ce stade de la discussion quand même, c'est que ces aspects-là nous renvoient à une nécessité d'être beaucoup plus créatif et d'aller rechercher dans les processus d'innovation beaucoup plus loin peut-être qu'à la limite que ce qu'on pouvait imaginer avant, de réinventer beaucoup de choses, même sur de simples changements de matériaux face à ces aspects-là. C'est assez intéressant. Donc Jérôme, toi tu es aussi un ancien de l'école. Oui, avant tout. Voilà. Il y a des anciens plus anciens, voilà. Toi, tu es un ancien de l'école, dans les premières promotions. Et aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Et donc, à travers cette expérience de chef d'entreprise et ces nombreuses années d'expérience, qu'est-ce que tu penses des principales difficultés ou des aspects importants à prendre en compte aujourd'hui pour réussir un processus d'innovation en interne, en fait ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Jean-François de me rappeler que je fais partie des dinosaures de cette école. Comme j'aime le dire, effectivement, quand j'ai fait le choix, parce que j'ai choisi de devenir un génie industriel, personne n'en était assorti encore. Ça veut dire que c'était une école qui n'avait pas encore fait ses preuves. Et 30 ans plus tard, je le regrette pas du tout parce que ça m'a donné une belle valise, une belle boîte à outils. Alors sur ta question, dans une PME, comment on fait pour faire de l'innovation à travers mon expérience d'entreprise? Lors de mon parcours à GI, j'ai fait une année de césure. Année de césure qui, entre parenthèses, n'était pas prévue encore dans les statuts de l'école. Et donc j'étais le premier élève à faire une année de césure. Mais bon, il fallait bien innover déjà à l'époque pour dire qu'il n'y a rien de mieux que d'aller sur le terrain pour apprendre. Et j'ai fait cette année de césure dans une PME. Une PME qu'un repreneur venait de racheter, une PME qui existait depuis les années 50. Le créateur, le fondateur avait l'âge d'arrêter sa carrière. Et le repreneur voulait mettre un peu d'informatique et donc il m'avait pris pour ça pendant une année. Après, j'ai continué mon parcours et en 2000, j'ai appris que cette PME déposait le bilan. Et moi, j'ai vu là une opportunité, donc j'ai démissionné de là où j'étais pour racheter cette entreprise et surtout pour essayer de dire, avec la matière première, les compétences et les savoirs du personnel notamment, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour créer un nouveau produit, un produit de demain. Donc l'innovation, pour moi, c'est passé par du collectif, du participatif, en partant des points forts d'une équipe, des points forts d'un esprit d'entreprise, et en l'élargissant à des attentes clients, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre encore en compte l'état du marché, les clients, les attentes. Mais quand on est une PME, on ne peut pas innover tout seul. Donc il faut aussi s'appuyer sur, et je sais que j'avais participé avec G-Scope sur une étude une fois qui était sur Black Box, White Box, et l'innovation avec son fournisseur. Moi, j'étais la petite entreprise qui demandait à un grand groupe de me mettre à disposition ses compétences pour m'aider à sortir le produit. Ce produit, peut-être que je le dise en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'était la marque Parolais, mon entreprise c'est Parolais Styleco, faisait des carters de protection machine-outil. Donc on était dans la sécurité industrielle, dans la sécurité de la machine. Et de cette sécurité, ma vision c'était de dire, notre point fort c'est une norme, une réglementation. Est-ce qu'il va y avoir d'autres normes de réglementation qui vont sortir bientôt dans le domaine de la sécurité? Et il y en avait une dans le domaine des déchets et du monde de l'hôpital. On allait devoir ne plus jeter les aiguilles, les seringues, tous les objets piquants, coupants dans n'importe quel sac plastique, poubelle, pour limiter les risques d'infection. Et donc là, moi, j'y ai vu une opportunité. En plus, ça, j'avais fait une première expérience dans la plasturgie, de créer une boîte, alors aujourd'hui on appelle ça la boîte jaune, on le voit dans de nombreux reportages et encore plus depuis 1 an ou dans les centres de vaccination, qui allait répondre à toutes les exigences de cette norme, et donc l'opportunité de sortir un produit plastique, consommable, à destination d'un marché de niche, en
restant une PME, puisqu'on est vraiment sur un produit pas de très grande série. Et ce parcours pendant 2 ans de faire participer les salariés de l'entreprise sur la vision de l'entreprise, sur vers quoi on se projette, comment après un dépôt de bilan on peut rebondir, ça fait partie des clés de succès, en s'appuyant sur un grand groupe, puisque aujourd'hui on n'injecte pas, on est propriétaire des moules, de la marque et de toute la partie commercialisation. Mais donc on s'appuie sur un grand groupe pour injecter. Les clients ont été sondés, puisqu'on a passé plus d'1 an à faire une étude de marché sur les attentes idéales des utilisateurs, utilisatrices des seringues et des aiguilles, comment jeter ça de manière facile, ergonomique. Et ça fait partie de comment innover en PME. Après, par rapport à comment réussir et aujourd'hui impliquer, je pense que donner du sens, j'ai entendu juste avant, c'est très important et on ne peut plus être patron d'une PME si on ne fait pas participer. Avant c'était communiquer, maintenant c'est faire participer à la stratégie de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut organiser un comité de direction ou un comité de pilotage. Moi je préfère dire, voilà, j'ai des pilotes. Malgré mes seulement 27 salariés, j'ai des pilotes selon les processus et on fait des réunions pour où on en est, vers quoi on veut aller, et chaque année on s'astreint à réécrire. Alors pas tout, la stratégie globale de l'entreprise elle existe, mais au moins le donner du sens, ça permet à ce que tous les salariés de l'entreprise sachent vers quoi on va, pourquoi on a investi dans telle ou telle machine, pourquoi on a lancé un agrandissement du bâtiment, pourquoi on est allé chasser une nouvelle typologie de clients. Donc se donner du sens, ça ne suffit pas, puisque quand les salariés participent à la stratégie, ils ont aussi besoin d'avoir le retour. Ça veut dire que là, c'est de la communication. Il faut être capable de communiquer sur les résultats. Et puis, si on va jusqu'au bout des choses, le résultat, il faut le partager. Donc, il y a toute cette partie de participatif à la stratégie, communication de résultats et partage des résultats pour impliquer jusqu'au bout du processus les acteurs de l'entreprise, que sont l'ensemble des salariés. J'ai entendu aussi des contraintes tout à l'heure, et c'est vrai que le changement donc dans l'innovation, le moindre petit changement, alors on parle de matière, moi j'y vais même jusqu'au petit détail du colorant. Si on doit changer le colorant dans une matière plastique, ça peut modifier les propriétés techniques. Et du coup, lorsque l'on a des contraintes normatives qui sont orientées utilisateur, sécurité de l'utilisateur, la plastique doit résister à la perforation, c'est pour éviter les accidents. Le plastique ne doit pas casser même s'il tombe après avoir été au froid. Le plastique doit résister à la stérilisation avant de rentrer dans le bloc opératoire. Donc changer ne serait-ce que le colorant, ça peut modifier. Donc tout ça lors des phases de conception, c'est prendre en compte, alors pas des plans B, mais éviter les monopoles, faire du sourcing. Et puis, dès qu'il y a un changement normatif, avoir une équipe capable d'être agile pour analyse du risque, en premier. Une fois qu'on a fait cette analyse du risque, changer ça va m'engendrer quoi comme possibilité de nouvelles contraintes ? Recherche de solutions, voilà. Donc, c'est un petit peu un projet collectif. C'est l'image que je voulais donner sur l'innovation de mon point de vue de chef d'entreprise depuis ces années. Merci beaucoup Jérôme. Effectivement, cette notion de complexité, d'interrelation des contraintes parfois contradictoires, on met en avant les aspects environnementaux, mais effectivement, il y a aussi d'autres dimensions absolument indispensables qui continuent d'être nécessaires et être prises en compte. Et du coup, ça rend les processus de prise de décision assez complexes, effectivement. Donc cette dimension collective aussi m'a aussi interpellé de participation, parce qu'en tant que chercheur, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, mais on voit vraiment monter cette problématique de plus en plus aujourd'hui, à côté de la question de la créativité, de la remise en cause, justement, vraiment très en amont de la structure même des solutions techniques pour faire face à ces nouveaux enjeux. Donc je vous remercie beaucoup pour ces témoignages. Donc, je vais maintenant passer la parole à Céline. Donc,
toi, du point de vue du chercheur, du coup, qu'est-ce que tu observes ce qui se joue actuellement des transformations de ces processus, et notamment la relation de ces processus industriels avec la société, les utilisateurs, les usagers. Voilà. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Alors effectivement, moi j'ai un regard plus extérieur, plus d'observatrice en fait, et puis pas seulement d'observatrice des manières de faire, des produits, mais aussi des discours sur la conception. Et effectivement, tu le disais en introduction de cette table ronde, depuis une quinzaine d'années, les mondes de la conception ont été profondément bouleversés dans leur pratique, dans leur positionnement au niveau de la société. D'abord, il y a eu des changements organisationnels profonds. On a assisté en 20 ans à une transformation des équipes de conception réparties dans le monde entier, avec un découpage des étapes de conception, avec des enjeux en termes de coopération internationale dans les grands groupes qui ont été implantés parfois à travers l'introduction de logiciels, de conception nouveaux, intégrés, etc. Donc ça faisait beaucoup de changements organisationnels dans les équipes. Il y a eu aussi des profonds changements en termes de créativité, je dirais. Carlos Ghosn et un certain nombre d'acteurs, il y a une dizaine d'années, partant de la saturation des marchés, ont challengé un peu les équipes de conception en leur demandant de penser finalement complètement différemment, d'apporter quelque chose de nouveau dans les sociétés occidentales, mais pas seulement. Et puis, dernière aussi transformation dont tu en as parlé, ou en tout cas bouleversement, c'est effectivement une forme de remise en cause de la légitimité, en fait, à travers une critique du consumérisme, les problématiques environnementales, et puis aussi plus de responsabilité sociale des entreprises, donc qui pose finalement la question innover, concevoir, pourquoi faire. Et donc, toutes ces incitations, en fait, et ces bouleversements ont conduit, moi, c'est ce que j'observe depuis une dizaine d'années, à une prolifération de nouveaux termes, de méthodes, ou en tout cas d'appels à changer l'innovation. Alors, on a eu l'innovation inclusive, l'innovation frugale, la grassroots innovation. Aujourd'hui, on parle de low-tech, de soft-tech, etc. Il y a pour moi une vraie question autour de cette prolifération. On a l'impression d'un monde un petit peu qui se cherche en quelque sorte, qui cherche un petit peu du sens dans cette conception. Et de tout cela, en fait, le fil directeur, c'est effectivement la recherche d'une conception qui est vraiment orientée vers le fait d'apporter un service par rapport à de grandes problématiques sociétales, d'apporter une réponse sociétale. Donc, quelle que soit finalement la terminologie utilisée, c'est quand même un point commun de ces nouveaux mots à la mode dans le monde de la conception, c'est ramener les enjeux sociétaux au cœur du processus de conception. Et puis, l'utilisateur, lui aussi, vous en avez parlé à travers soit directement son intégration dans les processus de conception, à travers l'idée de ramener la valeur ajoutée à l'utilisateur final, au centre du processus. Ça, ce sont des choses qu'on voit aussi beaucoup émerger. Ce qui m'interroge aussi en tant que chercheur, c'est que si on a effectivement beaucoup de publications, aussi bien académiques que dans les revues professionnelles et industrielles autour de ces questions-là, on voit que la façon de s'y prendre n'est pas encore clairement définie. Voilà, il y a encore beaucoup de tâtonnements. Et par rapport à la question de l'utilisateur, par exemple, on voit comment on a quand même une grosse focalisation sur des méthodes traditionnelles d'intégration de l'utilisateur à travers l'observation de comment il va manipuler l'objet, le produit en phase d'innovation. On est encore assez peu dans une prolongation de cette compréhension de l'utilisateur jusque dans les phases finales d'usage, sur du long terme en fait de l'usage. Voilà. Oui. Donc ça, c'est une première observation. La deuxième, c'est aussi ce que fait le digital au monde de la conception. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte à travers notamment deux grands mouvements que j'observe. Un premier, que j'observe et que tout le monde observe d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Un premier mouvement qui est à travers tout ce qui est téléphonie mobile et tout ce qui concerne le monde des applications mobiles et de la, web, de la sphère web en fait. On voit comment
la conception devient accessible à des tas d'acteurs. Hier, j'avais un entretien avec l'un des participants au projet Tous Anti-Covid dans le cadre de la recherche qu'on mène sur le développement de ces applications qui me disait finalement, avec les applications mobiles, n'importe qui dans son garage aujourd'hui peut faire une application mobile. Donc ça aussi, ça bouleverse la conception parce que ça met à disposition, ou en tout cas ça permet à de nouveaux acteurs en fait d'entrer dans le jeu et de proposer tout un tas de produits. Donc ça, c'est assez questionnant et ça pose tout un tas de questions en termes de régulation sociale et politique de cette prolifération d'offres avec les plateformes qui vont elles-mêmes avoir parfois des processus un peu opaques de sélection de ces produits. Et toujours dans le digital, à côté de ça, vous avez le développement de l'intelligence artificielle qui, elle, pour le coup, pousse les limites de la conception, de l'expertise de la conception beaucoup plus loin. Donc, on est plus dans des innovations de rupture, mais qui posent aussi énormément de questions. Dans tous les cas, pour résumer, moi, ce qui m'interpelle, c'est j'ai le sentiment d'un retour de l'idée que du technopositivisme. C'est-à-dire que face à cette problématique ces problématiques sociétales on demande à la technologie de venir résoudre, eh bien, on retrouve tout un discours chez les technologues selon lequel, effectivement, c'est le chemin à suivre et que grâce à la technique, on va résoudre les problèmes de l'humanité. Donc, on retrouve finalement parfois dans la promotion de tout un tas d'innovations les discours qu'on avait au début du XXe siècle sur les formidables apports que l'innovation et la technologie pourraient apporter. Ce qui au passage, est peut-être un peu contradictoire avec ce qu'on vient d'entendre dans la quête de sens qu'ont les gens, même au sein même de l'activité professionnelle. C'est assez intéressant de voir ces tensions qui apparaissent et qui sont les tensions qui traversent notre société aujourd'hui. Complètement, avec tout un tas de contradictions, comme tu le disais. Mais on voit comment, finalement, c'est à travers la façon de faire de la technologie autrement qu'on essaye de répondre à ces contradictions, peut-être. Alors, faire de la technologie autrement. Sandra, je vais te repasser la parole. Donc, tu es docteur. Oui. Donc, tu es un peu initié à la recherche. Donc moi j'aurais envie de te poser la question justement par rapport à ton expérience professionnelle, ce que tu viens de nous raconter et ta connaissance un petit peu des problématiques de recherche. Comment toi tu vois un petit peu émerger des problématiques intéressantes à travailler au niveau de, par exemple, d'une structure PME. Et si je me permets de continuer un peu, c'est que à t'écouter aussi me vient à l'esprit, quand on parle de ces problématiques d'innovation, on pense soit d'un côté à l'utilisateur final, l'utilisateur-acteur, soit celui qui va être dans le processus d'idéation, de création du produit, mais on parle très rarement de la phase d'industrialisation de cette innovation. Or, toi, le job de ton entreprise, c'est a priori de faire ça, d'accompagner ça. Et il me semble que c'est un point clé aujourd'hui qu'on sous-estime souvent. Alors on parle de réindustrialiser, on parle de faire revenir les productions, etc. Donc du coup, bon, c'est un bout de la réponse que je donne à la question que je te pose, mais est-ce que tu pourrais développer un petit peu sur ces questions-là? Voilà. Tout à fait, et puis pour rebondir sur ce qu'a dit Céline aussi, sur la vision internationale des grands groupes, il y a des PME qui sont effectivement aussi à l'international. Par contre, quand elles le sont, elles restent profondément ancrées à leur territoire, et ça, je pense que ça fait une différence fondamentale avec les grands groupes. On est local, les PME mènent des actions environnementales. On est en lien avec la recherche. Alors là, il y a sans doute une distorsion entre des PME qui ont compris tout l'intérêt de collaborer avec le monde de la recherche et celles qui, malheureusement, pour elles, encore aujourd'hui, sont fermées. Encore une fois, là où je suis aujourd'hui, on est conscient de ce dont on est capable et ce dont on n'est pas capable. Et on parlait de collaboration avec la recherche. On est actuellement impliqué sur un projet européen parce qu'effectivement, notre objectif, comme tu l'as dit, c'est d'industrialiser les projets de nos clients. Et on travaille actuellement sur un poste intelligent. Donc on peut aussi faire un mariage entre technologie
et impact sociétal. J'hochais un peu la tête négativement tout à l'heure en disant qu'il y a une distorsion. Oui, effectivement, la technologie peut être mal utilisée, mais elle peut aussi, et c'est le cas, être utilisée à des fins nobles, puisque nous, on travaille donc avec des laboratoires de cette école, ici, sur un poste intelligent, en fait, qui va... c'est sur une opération d'ensachage. Donc, on a des opérateurs, des usagers en situation de handicap qui vont constituer des sachets avec des boulons, des vis. Et aujourd'hui, les sachets sont contrôlés humainement. Donc on a l'opérateur qui fait l'ensachage et derrière on a des moniteurs qui vont contrôler les sachets. Quand on a des montées en cadence ou un client qui veut baisser les coûts, ça ne devient plus viable économiquement. Donc on travaille avec vous sur un poste intelligent avec une caméra qui va pouvoir venir observer quelle pièce précisément l'opérateur a mis en sachet et pouvoir qualifier le fait que le sachet est bon ou pas. Et des PME qui collaborent avec des laboratoires de recherche, il y en a plein, mais peut-être pas encore assez. Et plutôt que d'identifier des projets, je pense que la recherche a aussi son marketing à faire, d'aller convaincre plus de PME de travailler avec vous, parce que les quelques qui sont convaincus, souvent ont des beaux succès. D'accord, merci de la proposition et du message, c'est entendu. Nous aussi, il faut qu'on fasse du marketing et qu'on apprenne à se vendre, ce qui est une réalité. J'en conviens. Jérémy, donc toi, comme tu nous l'as expliqué à travers ton expérience de R&D, tu as vu un certain nombre de projets, tu as vécu un certain nombre de projets. Quel serait aujourd'hui l'idéal si tu avais à imaginer un processus de création et d'innovation dans ton entreprise ou peut-être à terme de quelques années, quelle serait une vision un peu idéale d'un processus d'innovation pour toi? C'est une question assez épineuse aussi. Oui, non, mais là on commence à avoir les questions difficiles. Hein. Ah ouais, c'est... En tout cas, au niveau des process d'innovation, donc j'ai pu en voir, en expérimenter quelques-uns. C'est toujours assez complexe parce qu'on démarre sur des phases très amont où déjà, en fait, il faut trouver des idées de concept qui fonctionnent. Et quand on est sur des entreprises donc, comme celle où je travaille actuellement, où un nouveau produit, en fait, ça va tout de suite être des millions de pièces produites par an. Il y a quelque chose, en tout cas, nous, dans le process d'innovation idéal, qui est de pouvoir intégrer au plus tôt dans les processus de conception toutes les contraintes qu'on va avoir après. Donc pas seulement les contraintes techniques d'avoir un produit qui fonctionne, mais aussi les contraintes de pouvoir fabriquer ce produit-là dans les quantités voulues et avec le niveau de qualité voulu. Après, c'est pas le tout de faire des millions de pièces, mais il faut aussi qu'elles respectent le cahier des charges et qu'elles aient le niveau de qualité pour pouvoir accomplir leur fonction. Et on se rend compte, en fait, et c'est pour ça aussi que l'industrialisation est toujours une phase qui est assez compliquée, c'est qu'on voit à ces moments-là apparaître des nouveaux besoins. Et c'est-à-dire que des fois, en fait, on se retrouve à avoir des contraintes au niveau du manufacturing, donc de la production des pièces, qui nous ont échappé au moment où on a développé le produit, ou en tout cas la partie technique, le design du produit, et où on se retrouve en fait à devoir intégrer dans le design du produit des modifications pour pouvoir produire dans des quantités suffisantes et avec le niveau de qualité voulu. Et ces modifications-là, des fois, imposent de revoir le design du produit, et donc du coup on repart dans des phases très amont, et on repart sur une nouvelle boucle, et des fois en fait on est obligé de revoir complètement le produit qui était finalisé à 95%, mais finalement les 5% manquants, on remet en cause ce qui a été fait avant, surtout sur des produits, typiquement ceux sur quoi je travaille actuellement, qui sont des seringues, donc c'est des produits qui sont petits, donc dans un encombrement très réduit, on va intégrer beaucoup de fonctions. Et le fait d'intégrer une nouvelle fonction fait que le niveau encombrement, ça ne rentre pas, et on est obligé de tout revoir quasiment depuis le début des fois. Alors du coup, d'après toi, est-ce que l'enjeu, ce serait de raccourcir les boucles
ou d'anticiper plus les contraintes de manière à justement ne plus faire ces boucles? Dans l'idéal, en fait, ça serait de pouvoir avoir une vision exhaustive dès le début de toutes les contraintes qu'on va avoir sur le produit pour pouvoir l'intégrer dès le début et en fait faire du bon du premier coup. Ok. Donc dans quelques années, vous faites bon du premier coup, c'est ça? On essaye en tout cas. Parfait. Je note. Merci. Jérôme. Donc là, maintenant, je vais te demander de prendre ta casquette de président de la CPME Isère. Et donc, avec cette vision un peu transversale, comment est-ce que tu vois que les entreprises appréhendent ces questions un peu de transformation de la demande sociétale et de responsabilité environnementale? Comment tu perçois ça? Alors déjà, en 2 mots, la CPME, qu'est-ce que c'est? Puisque peut-être que tout le monde ne le sait pas. Donc la CPME, c'est le premier syndicat patronal de France qui regroupe les intérêts de tous les patrons patrimoniaux, ceux qui, comme moi, ont dit j'investis sur mes fonds propres pour acheter une entreprise, quitte à gager ma maison, mes biens propres, parce que on n'a pas tous des héritages. Pourquoi j'ai adhéré moi à la CPME au début? Parce que les valeurs que l'on m'a communiquées lorsqu'on m'a fait la présentation, c'est le remède anti-solitude du dirigeant. Parce que souvent, après, on se retrouve quand même à devoir prendre des décisions et être un peu seul face à ces problématiques. Et le deuxième, c'est notre valeur ajoutée, c'est l'homme. Alors l'homme avec un grand H, c'est les équipes, voilà. Et ça m'a fait sens. Donc du coup, je m'y suis impliqué jusqu'à en devenir effectivement le président à l'échelle départementale. Ça me donne une très grande vision sur l'ensemble des entreprises du territoire, mais pas que, puisque à la CPME, il y a industrie, services, commerce, artisanat. On est vraiment multi-branches. Sur le plan innovation, il n'y a pas que de l'innovation en industrie. Mais je rejoins un petit peu ce qui a été dit avant. Dans les PME, selon la taille, l'innovation n'est pas forcément très structurée. Les processus d'innovation sont faibles. Il y a l'idée et le proto. Donc ça va vite. Mais par contre, après, il y a effectivement toute la phase indus, et le plus compliqué, souvent, c'est la phase commercialisation. Donc nous, on a créé une commission innovation à la CPME pour essayer justement d'éviter les déboires. Un des rôles de la CPME, c'est aussi de cultiver l'intelligence collective, de communiquer entre nous pour éviter de faire les erreurs qui ont déjà été faites par d'autres confrères. Et souvent, dans cette commission innovation, c'est OK, ton idée, OK. Est-ce que le marché, il est prêt à ça? Est-ce que le marché est à ce niveau de prix-là? Est-ce que tu as impliqué tes équipes et qu'est-ce que tu arrives à constituer? Parce qu'on n'a pas de service, on a très rarement des services R&D à temps plein dans les PME. Donc, quelles ressources tu vas y prendre? Donc, est-ce que le marché est prêt? Est-ce que tu en as les moyens? Moyens humains et financiers. Parce que l'innovation, ça coûte. Et attention, est-ce que tu es prêt à l'échec? C'est pas un échec, mais un go, no go, de temps en temps, il faudra que tu te poses les questions de tu continues ou non. Là, non, tu vas dans une impasse parce que finalement, avec toutes les contraintes normatives et autres, le prix budgétaire du produit ne correspond plus à une attente de marché. Donc peut-être qu'il va falloir que tu prennes la décision de t'arrêter. En tout cas, c'est un peu comme ça que l'on essaye de donner de la structure à l'innovation dans les PME. Par contre, pour ceux qui y vont, on ressent énormément, et moi je suis rentré à la CPME il y a 15 ans, il n'y avait pas de commission RSE. Donc comme j'avais envie de m'impliquer, je dis je peux faire. Voilà. Donc on a créé une commission RSE, et donc j'ai commencé par animer cette commission. Mais toutes les notions, ça a attiré énormément, et ça a été un pôle d'attractivité, même pour les adhérents, pour faire adhérer des chefs d'entreprise. De dire, ouais, mais moi, toutes les notions de circuit court, de cycle de vie, de recyclage, mais pas de recyclage en fin de vie. Déjà, est-ce que je peux concevoir mon produit à base de produits recyclés, et à la fin de la vie de mon produit, qu'est-ce que vont devenir les différents composants? Est-ce que ce sera démontable ou pas? Tout ça, c'est des notions qui sont vraiment prises en compte. Et moi, je l'ai vu même dans des métiers que je ne connaissais pas, parce que c'est aussi ça la richesse de la CPME, dans une imprimerie du territoire, 170 salariés.
cette notion de recycler les chutes de papier selon toutes les différentes matières, d'avoir des bacs différents, mais ça je l'ai vu il y a 15 ans, ça m'a épaté sur la qualité des encres respectueuses de l'environnement et autres. Voilà, donc ça c'est vraiment des notions que l'on sent très fortes. Tout à l'heure je parlais de donner du sens au niveau implication des salariés, et je trouve qu'à l'échelle PME, on croise vraiment des chefs d'entreprise impliqués dans les ressources ne sont pas infinies, et on va parfois innover uniquement pour faire un produit moins énergivore, plus respectueux de l'environnement avec les matériaux et l'usage. Après, je voudrais élargir un peu sur, il y a l'innovation, mais tout ça, les chefs d'entreprise, ils le font. Pourquoi aussi? Parce que malheureusement, le constat, c'est que l'industrie a une mauvaise image depuis des décennies et qu'on a du mal aujourd'hui à attirer des compétences. À attirer des compétences, alors encore plus en PME, alors que l'industrie aujourd'hui, c'est propre, c'est robotisé, et on a besoin de compétences de plus en plus élevées. On a, oui, besoin d'ingénieurs R&D parce que quand on a une idée produit, il faut avoir les compétences derrière pour savoir faire le chef de projet et conduire. On a besoin de marketing. Et je disais tout à l'heure, quand on conçoit un produit, on essaye d'y impliquer aussi son ergonomie de fabrication, les paramètres de pénibilité pour les différents postes, ceux qui ne pourront pas être robotisés. Donc on a aussi besoin d'ingénieurs méthodes, plein de composantes qui font que on doit, au niveau CPME et industriel, tous s'impliquer dans revaloriser les métiers de l'industrie pour attirer la jeunesse, les jeunes, vers des métiers qui sont super intéressants, parce que de toute façon, l'industrie, c'est un mot, mais c'est l'entreprise de production. Il va falloir continuer à produire. On a besoin de produits, même si aujourd'hui les produits, on se les partage, on n'a plus les mêmes usages, il va falloir continuer à produire des biens, et produire, c'est l'industrie. Et donc, on a une très très forte notion et implication à la CPME pour véhiculer ce message, y compris dans les collèges, dans les lycées, pour dire qu'il y a beaucoup de métiers industriels qui sont valorisants, qui prennent en compte les attentes personnelles et dans lesquels on peut s'épanouir, s'enrichir. Voilà, donc avec l'innovation, mais pas que. D'accord, merci. Effectivement, tu as un petit peu commencé à répondre à la dernière partie à laquelle je voudrais... Ça s'appelle l'anticipation. Voilà, mais c'est bon, en bon chef d'entreprise, voilà, tu sais anticiper, on voit bien là les compétences. Peut-être que grâce à AGI, d'ailleurs, tu as pu acquérir, mais on reviendra à ça tout à l'heure. Je voudrais d'abord repasser la parole à Céline pour te poser une question aussi un peu prospective. Alors là, je vais me mettre, je suis financeur, j'ai de l'argent, donc je te propose, par exemple, un projet de recherche, je te donne 200 000 euros, ce qui correspond globalement à deux temps plein pendant 3 ans, ce qui correspond à des standards de projet de recherche. Donc avec cet argent-là, qu'est-ce que tu aimerais développer comme problématique scientifique, on va dire, autour de ces questions-là? Bon, alors, c'est sympa de nous offrir de l'argent en ce bon matin. Alors, il y a plein de sujets qu'en tant que chercheur, on aimerait creuser. Moi, il y en a un qui m'intéresse beaucoup, peut-être à cause de ma sensibilité internationale, c'est de comparer finalement ce qui se passe dans les pays en voie de développement, qui ont été des très forts moteurs historiques des innovations technologiques, et puis ce qui se passe dans les pays en voie de développement et dans les pays développés qui ont été, j'ai inversé, excusez-moi, dans les pays développés dans lesquels effectivement historiquement on a trouvé beaucoup de structures d'organisation, d'institutions pour financer de l'innovation, et puis les pays en voie de développement qui sont aujourd'hui très moteurs et très placés très fort sur de l'innovation. À la fois comme destinataire, mais aussi comme producteur. Je ne sais pas si tu le sais, mais le Kenya est le premier pays dans l'usage de la mobile money.
Je l'ignorais. Voilà. Et c'est un modèle qui, pour beaucoup d'autres pays en voie de développement, comme l'Inde, mais finalement, on voit aussi comment les pays en voie de développement peuvent inspirer de l'innovation dans les pays du Nord. Ça s'appelle le reverse engineering, ou comment des produits qui ont été développés dans les pays en voie de développement ou pour les pays en voie de développement, finalement, peuvent apporter des solutions, des réponses, parce qu'ils sont peut-être un petit peu moins consommateurs de matières premières, peut-être parce qu'ils sont moins chers, et donc ils peuvent justement adresser des franges de la population partout dans la planète qui ont des revenus faibles. Donc comment, en fait, on peut avoir l'idée selon laquelle des choses qui ont été développées dans les pays du Sud peuvent intéresser et venir aussi bouleverser la façon dont on conçoit dans les pays du Nord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là où peut-être pendant très très longtemps, la conception, le lien entre conception et pays en voie de développement était vu dans un seul sens, c'est-à-dire que les compétences étaient plutôt dans les pays du Nord et on venait apporter des solutions dans les pays du Sud, eh bien on voit énormément de dynamisme aussi en termes de conception et de compétences qui se développent. Alors il y a tout un tas de jeunes qui viennent se former dans nos écoles et qui, au Bénin, en Inde, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud-Est, retournent dans leur pays d'origine et vont développer tout un tas de compétences. Alors c'est très intéressant de regarder cette dynamique entrepreneuriale dans les pays du Sud et puis de la comparer avec la dynamique entrepreneuriale qu'on trouve aussi dans notre propre jeunesse. Je lisais hier une thèse sur les start-up. Et plus de 60% des start-upers qui étaient concernés par l'étude, à peu près, il y a eu une enquête quantitative sur à peu près 500 fondateurs de start-up, plus de 60% venaient de grandes écoles en fait. Donc on voit comment, par rapport à ce que vous disiez sur les problèmes de recrutement, c'est vrai que les jeunes qui cherchent à faire de l'innovation, qui sont intéressés par ces questions d'apporter de nouvelles solutions, plutôt que d'aller dans des entreprises ou des grands groupes, peuvent parfois faire le choix de suivre votre chemin et de fonder leurs propres entreprises. Donc ça, c'est un vrai sujet de dynamique, en fait, de renouvellement, pas seulement autour des méthodes, pas seulement autour des objectifs, des finalités de la conception, mais aussi autour des publics qui peuvent s'investir, s'impliquer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelles politiques publiques soutiennent ou pas ce genre d'initiative, en fait. Comment, par exemple, le Bénin développe toute de grands projets pour, comme en France, plateformiser leur État. Voilà. Et donc, vont venir financer, aider, accompagner ce mouvement. Et donc, comparer finalement les politiques publiques au Bénin et puis en France sur cette logique de plateformisation de l'État me semble très prometteur, en fait, très intéressant de regarder. Est-ce qu'on a un mouvement de fond international qui n'a pas finalement de différence culturelle ? Peut-être aussi parce qu'on peut aussi avoir derrière des compétences assez similaires, comme je disais, qui viennent de lieux de formation proches, mais aussi parce que on peut aussi avoir des circuits de financement qui sont assez similaires avec les grands groupes internationaux, les grandes institutions internationales comme la Banque mondiale ou l'ONU, qui peuvent justement aussi favoriser la mobilité de ces élites et puis des formats d'innovation assez similaires, qu'on soit finalement dans le nord ou le sud. Mais alors, si tu me donnais une toute petite rallonge financière. Oui, alors, il va falloir qu'on discute là, parce que je trouve que ton programme commence à s'étoffer. Je regarderai aussi, bien évidemment, du côté de l'usage, en fait. C'est cette prolifération, en tout cas cet engouement entrepreneurial pour de l'innovation technologique. Comment il se traduit en termes de marché, certes, par exemple, on prend les applications mobiles. Il faut savoir qu'elles ont souvent une durée de vie très limitée, parfois pas plus de 6 mois. Donc, vous parliez de comment on rencontre un marché, c'est vraiment fondamental, comment on rencontre des usages. Et ça pose aussi la question de la façon dont les utilisateurs, en fait, vont aussi s'approprier ces nouvelles technologies. Beaucoup de technologies à visée sociétale visent des gens qui ont des problématiques de handicap, des problématiques de pauvreté, des problématiques d'isolement. Et donc, comment ça se passe quand ils se retrouvent avec une nouvelle technologie qui est censée résoudre tous ces problèmes, je dirais presque parfois seul avec un algorithme, avec un bracelet de sécurité, quand vous êtes une personne âgée qui va sonner, qui va... Vous voyez ?
Donc, toute cette question de la façon dont l'utilisateur va s'approprier, je pense aussi dans le domaine des risques, on va équiper avec les mobiles, les téléphones portables, les gens d'applications pour leur dire s'ils sont à risque ou pas, selon là où ils sont positionnés. Est-ce que ça va vraiment améliorer la gestion des risques? C'est des vraies questions. C'est ça. Merci. Oui, alors ça, en fait, tu as 2 programmes de recherche là. Bon, allez, ok. Écoute, on en parlera. Bien, écoutez, on arrive au terme là, de cette table ronde. Mais avant de se quitter, je voudrais qu'on revienne un peu, puisqu'on est au sein de l'école de génie industriel, que nous sommes soit enseignants, soit anciens élèves, par rapport à cette formation d'ingénieur. J'ai entendu aussi Jérôme nous expliquer qu'il avait besoin de compétences et d'attirer et d'intéresser les jeunes, mais pas forcément que les ingénieurs, aussi des techniciens, aussi des opérateurs, ce qui est aussi un enjeu. Mais si on revient sur le côté de l'ingénieur, d'après vous maintenant, avec tout ce qui s'est dit et tout ce que vous connaissez, quel serait le portrait-robot de l'ingénieur GI de demain susceptible de relever ces grands défis? Qu'est-ce que vous voyez en termes de compétences à développer au sein de l'école de génie industriel? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. J'ai le micro, je peux commencer. Allez. Éventuellement. Rémi. Pour moi, en fait, un des points essentiels dans le portrait robot de l'ingénieur génie industriel, c'est d'avoir en fait la vision d'ensemble de tout ce processus, en fait, oui, jusqu'à aboutir à un nouveau produit. C'est-à-dire que, comme on a vu dans les discussions, il va y avoir tout ce qui est lié à l'identification du besoin. C'est-à-dire l'utilisateur, le consommateur, quel est son besoin, qu'est-ce qu'on va devoir développer pour répondre à son besoin. Donc il y a toute cette phase-là, donc ça va être surtout ce qui va être autour des études de marché, des choses comme ça, donc d'aller sonder un peu le produit de demain, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse comme fonction pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Après, on va avoir d'autres points qui sont liés plutôt à du concept, c'est-à-dire du coup, quelles sont les briques technologiques, quels sont les concepts qui vont pouvoir répondre à ce besoin. Après, on a d'autres points qui sont liés à l'industrialisation, c'est-à-dire comment on va l'industrialiser, comment on va le produire après, quelle est la supply chain associée à ça. Donc on va avoir tout ce qui est autour de la production. Et après, on va avoir ce qui va finir par rencontrer le truc de départ, qui est l'étude de marché, c'est la commercialisation, comment on le commercialise, comment on le met en valeur, comment on le vend. Et bon, à ce moment-là, il vaudrait mieux que ça rencontre le marché qu'on a identifié au début, sinon on n'est pas bien. Et donc, du coup, c'est d'avoir cette vision d'ensemble-là sur toutes ces briques. Et je pense que c'est ce qui est important pour l'ingénieur génie industriel de demain, c'est d'avoir cette vision d'ensemble-là de tous ces nœuds et de comment tout ça s'interface. Oui, c'est comment ces dimensions s'entremêlent et comment on peut construire une cohérence sur toutes ces dimensions-là. C'est ça, et comment il y a besoin de tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que de technique, c'est pas parce qu'on a un produit qui est super bon techniquement que ça va être un succès commercial, par exemple. Et donc c'est d'avoir cette vision-là de comment tout s'interface, comment tout s'entremêle pour arriver derrière à faire un bon produit industriel. On n'a pas besoin que de technique, mais on a aussi besoin de technique. C'est ça. Faut pas, parce qu'on a souvent tendance à faire du blanc et noir, c'est-à-dire qu'à imaginer que l'utilisateur va pouvoir, de manière instantanée, se saisir du produit, de la technologie, même fabriquer lui-même avec une imprimante 3D en appuyant sur un bouton. On a aussi besoin de la technique. Donc les deux sont nécessaires. La technique, en fait, est nécessaire, mais non suffisante. Bravo, merci. Je pense qu'on va tous se rejoindre, on va l'exprimer différemment, mais pour moi, l'ingénieur génie industriel, il est profondément collaboratif. C'est un chef d'orchestre ou un couteau suisse, alors peut-être même le support du couteau suisse, qui va être capable d'aller chercher les bons outils, les bonnes compétences et animer ce réseau. Il est conscient de ses qualités, des siennes intrinsèques et de celles de son entreprise, des forces et faiblesses, est capable d'aller chercher le partenaire, le laboratoire, l'expert qui va venir compléter ses compétences pour pouvoir apporter une solution complète, effectivement. Et ce qui était intéressant, et ce que je retiens moi, des nombreux enseignements qu'on a eus à Génie industriel, c'est la diversité des cours. Tu disais que tu as commencé ton expérience par un projet informatique. Personnellement, j'en serais incapable parce que ce n'était pas les cours qui m'intéressaient, mais il n'empêche que j'ai acquis les compétences de base qui me permettent aujourd'hui de spécifier un cahier des charges et d'aller exprimer
un informaticien mon besoin en langage que lui peut comprendre pour que lui puisse réaliser. Et je pense que la diversité des cours qu'on a à GI nous font qu'on a, sans être expert d'un domaine en fonction de nos choix de carrière, on a les vocabulaires de base dans une multitude de métiers qui font qu'on est capable de parler avec tout le monde dans l'entreprise et qu'on est des formidables animateurs de réseau ou facilitateurs en interne pour faire que des métiers avec des contraintes opposées. Mon projet de thèse était sur la relation client-fournisseur. Le client va chercher à acheter moins cher et le fournisseur va chercher à vendre plus cher ses compétences. C'est un peu caricatural, pas toujours. Mais il n'empêche que dans ce projet, on a réussi à faire fonctionner dans les phases d'innovation des acheteurs et des PME pour obtenir un but commun. Et c'est ça la compétence des ingénieurs génie industriels, c'est faire travailler ensemble des gens qui ont des expériences, des compétences différentes. Donc il faut qu'on continue. Il faut continuer surtout. Voilà. Merci. Qui veut allez, Céline. C'est sûr que la vision globale, c'est quelque chose qui est notre marque de fabrique. J'en donnerai une autre parce que Jérémy, tu l'as dit plusieurs fois et ça fait écho peut-être à tout un tas de choses qu'on essaye aussi, une culture qu'on essaye d'avoir. Tu parlais de la technologie, il ne suffit pas d'appuyer un bouton. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a comme souci à l'école, de l'épreuve de la réalité en fait. Tu parlais tout à l'heure du fait que pendant 1 an, vous êtes allé observer sur le terrain les usages des seringues, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire que c'est pas avec 2-3 enquêtes marketing que tu comprends la pratique, que tu comprends l'usage. Je crois que les ingénieurs en génie industriel savent ce que c'est que la matérialité, ce que c'est que la pratique, ce que c'est que par exemple produire, fabriquer, et que tu peux innover. Tu peux fabriquer un produit qui sur le papier a l'air formidable, mais si tu n'intègres pas et si tu ne prends pas en compte toutes les preuves que la réalité va lui faire vivre, à commencer par sa production, sa fabrication, ensuite les multiples manières dont il peut être utilisé, les multiples épreuves qu'il va rencontrer dans toute sa vie, dans tout son cycle de vie, tu risques de ne faire que quelque chose de joli en fait. Et donc cette exigence en fait que les élèves ont, les étudiants ont, de pas seulement faire du bel objet théorique, mais quelque chose qui va être efficace, qui va fonctionner vraiment, et de l'accompagner, de vraiment voir aboutir le projet. Je pense que c'est vraiment une qualité que l'on retrouve, une compétence qu'on retrouve chez nos élèves et qui me semble essentielle à une époque où, je parlais du digital tout à l'heure, on a l'impression que en fait, la matérialité nous fuit en fait en quelque sorte, et que voilà, tout est virtuel ou tout est oui, où la matérialité est là en soi. Voilà, en fait. C'est ça, tout à fait. Merci Céline. Jérôme, tu es le dernier à prendre la parole. Il en faut un. D'abord un petit témoignage. J'ai embauché une génie industrielle promotion de 2019, donc sortie il y a 2 ans, il n'y a pas longtemps. Parce que dans l'entretien de recrutement, ça s'est bien passé. Et vraiment, alors c'est pour ça que je hochais de la tête tout à l'heure sur la relation client-fournisseur. On se retrouve d'abord sur des compétences, des visions. Oui, on a eu le même parcours, à quelques années d'écart, mais on a eu le même parcours, on est à la même boîte à outils. Qui a évolué, et aujourd'hui on partage vraiment ces valeurs, parce que je l'ai embauché pour ordonnancement et achat. Et au niveau achat, vraiment, au début elle n'osait pas, parce que je suis un patron, j'ai un petit peu plus âgé et autres, et peut-être que je ne partage pas forcément ces valeurs. Et du fait de se retrouver dans communiquer sur le fait que je suis impliqué à la CPME, j'ai certaines valeurs que je communique, et mais on peut acheter un peu plus cher si c'est pour faire travailler la PME du coin. On peut sous-traiter à l'entreprise sociale et solidaire dans le circuit d'organisation du travail. On peut... c'est super, parce que c'est ça que je veux. Et donc, j'ai vraiment retrouvé cette notion de sens, de participation, de vision large, sociétale. Et aujourd'hui, je pense que le témoignage que je voulais apporter, c'est qu'un ingénieur génie industriel, il n'y a pas que les 40 logos du CAC 40. Dans une PME, il peut y trouver toute sa place. Oui. Et on retrouve une attractivité des PME par ce côté presque
équipe, famille, là où je te rejoins, Sandra, quand tu disais, c'est un élément d'une équipe. Voilà. C'est un élément d'une équipe, un vecteur de communication, et c'est vraiment, en plus, je ne l'ai pas volontairement, mais c'est une fille dans un univers de chaudronnier, d'atelier, pour aller, voilà. Et je me suis dit, mais des fois, ça passera encore mieux. Pour véhiculer les messages d'organisation du travail, de méthode, en plus de voilà, je vous fais le planning, je vous dis de faire comme ça. Paris réussit, quoi. Je veux dire, vraiment, les boîtes à outils d'il y a 25 ans, les boîtes à outils d'aujourd'hui, elles fonctionnent. Pourquoi ? Parce que, comme tu l'as dit, on y a mis toutes les briques élémentaires qui permettent de s'adapter dans toutes les situations possibles. La pluridisciplinarité du cursus de GI est vraiment, dans son ADN, un point fort. On est tous câblés à notre manière, on a tous nos appétences, nos centres perso. Le management, ça s'apprend pas. On peut faire des cours, on peut donner des éléments, mais après, c'est que la pratique. Donc je pense que ça fait vraiment partie... parce qu'on peut être un animateur, et puis tout à l'heure, Jérémy, je t'entendais dire que maintenant tu allais progresser et peut-être constituer une équipe. Et voilà, le management, vraiment, il faut le conserver, parce que si ça donne des éléments de réflexe lors d'une animation d'équipe, à la fois en tant que manager, maintenant il n'y a même plus forcément d'ordre hiérarchique, quoi. C'est membre d'une équipe. Je pense que c'est important. En plus de ne pas oublier, heureusement que tu l'as ressouligné, Jean-François, les briques techniques, elles sont importantes à continuer à donner, parce que trop souvent, sur d'autres profils, dans des phases de recrutement, on en a oublié la technique pour aller directement... combien de techniciens BE je tente de recruter qui ont juste la bonne pratique du logiciel, la bonne utilisation du logiciel, mais en conception, il n'y a pas que ça. Voilà. Donc les briques technologiques, les briques techniques, ne les oublions pas. Ça fait partie des valeurs du Club des industriels qui ont permis de créer GI. Ça doit rester dans ces valeurs-là. La technique, l'ouverture, la pluridisciplinarité sont les succès de ces 30 années et seront le succès des 30 années à venir, je le pense. Merci pour cette conclusion. Et en fait, ça rejoint tout à fait la thématique de ce débat. Et je pense qu'effectivement, ces éléments-là vont permettre à nos élèves et donc futurs ingénieurs de faire face à ces transformations, à ces challenges, par leur capacité d'adaptation et de se saisir de ces produits, de ces aspects-là. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Nous allons clore cette table ronde. Je vous salue et à bientôt. Avec grand plaisir, à bientôt.